Hello les amis investisseurs minimalistes et j'espère que vous avez la super forme. Moi ça va nickel en tout cas. Et aujourd'hui on va voir 7 conseils financiers que les gens vous donnent et qui sont absolument à jeter à la poubelle. Donc je fais cette vidéo parce que mine de rien on a tous une personne, notre entourage, un pote, un parent qui nous a un jour donné un conseil financier qui ne valait rien. Et comme je dis souvent, le fait d'être bien entouré, le fait d'avoir des personnes qui pensent la même chose que vous, qui ont les mêmes objectifs, eh bien ça aide. Sauf qu'en fait, dans certains cas, dans la plupart des cas, je dirais même, eh bien on se retrouve avec des personnes, on se retrouve entouré de personnes qui ont des objectifs financiers juste médiocres. Peut-être que c'est au bureau, peut-être que c'est dans votre entourage, mais on a des personnes qui vous racontent n'importe quoi. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils sont vraiment convaincus de ce qu'elles disent. Et le premier pire conseil financier qu'on m'ait donné d'un point de vue carrière professionnelle, c'était de trouver un travail que j'aimais, ma passion, etc., etc. Donc, je suis pas en train de dire qu'il faut pas trouver le métier, un métier qui nous fait kiffer, mais je suis juste en train de dire que le métier parfait n'existe pas. Et sur YouTube, on voit beaucoup de personnes vous dire, ouais, mais tu sais, il faut trouve ta passion, etc., etc., blablabla, blablabla. Sauf qu'en fait, quand tu raisonnes comme ça, eh bien, tu vas pas aller bien loin parce que les métiers passion, eh bien, ils sont très très rares et ça pousse en fait les personnes à faire les mauvais choix. Donc si je prends l'exemple d'une personne qui va étudier l'art du spectacle, j'ai rien contre ça, mais est-ce que ça va vraiment te nourrir? Est-ce que ça va vraiment te permettre comment dire, de cartonner financièrement? Il faut savoir que quand tu es intermittent du spectacle, eh bien, tes revenus là, ils fluctuent. C'est super dur de percer dans ce domaine-là, tout comme dans le rap. Si on te dit par exemple, ouais, t'es passionné de rap, fais ta passion, vas-y, deviens rappeur. Quelles sont les chances vraiment de devenir un rappeur de type Nekfeu, de type Booba? Les chances, elles sont vraiment très très réduites. D'ailleurs, s'il y a un rappeur dans la communauté qui laisse un commentaire, ce serait sympa de parler de ça. On pourrait aussi prendre un exemple du style les personnes qui veulent percer dans le monde YouTube, influenceurs, etc. Nous, ce qu'on a tendance à voir, c'est la face immergée de l'iceberg. On voit les personnes qui réussissent, mais on ne voit pas toutes les personnes qui se viandent, qui lâchent tout pour ça. Donc moi, le fait de dire ouais, trouve un métier passion, c'est des conneries. Dans n'importe quel métier, même s'il est super cool, il y aura forcément des inconvénients, il y aura forcément des choses qu'on ne va pas aimer. Et moi, je suis bien placé pour le dire, entre guillemets, c'est que je suis prof de tennis. Le tennis, c'est ma passion depuis que je suis petit. Depuis que je suis petit, j'adore jouer au tennis, j'adore enseigner le tennis. Mais forcément, il y a des fois où je me réveille, j'ai pas envie d'aller travailler, j'ai pas envie d'envoyer des balles, j'ai pas envie de, j'ai pas envie de causer avec qui que ce soit. Donc, il y a des inconvénients, forcément. Donc moi, le premier conseil que je te donne, c'est fais quelque chose qui va déjà te permettre de te nourrir et qui va te permettre de réaliser tes objectifs financiers. Et la cerise sur le gâteau, ça va être de trouver un métier qui te fasse kiffer. Mais c'est dur de réunir ces deux conditions. Deuxième conseil aussi qu'on m'a donné quand j'étais au lycée, c'était ma conseillère d'orientation qui m'a dit ça. Elle a dit ouais, Quentin, prends un métier qui prend pas trop de temps, prends un métier qui te laisse beaucoup de temps libre. Sauf qu'en fait, le problème dans ce raisonnement, c'est que si tu fais ça, bah forcément, tu es moins rémunéré et tous tes rêves de liberté financière, eh bien, tu peux un peu les oublier. Bien, pourquoi? Parce que tout simplement, si tu travailles moins, si tu te prends un métier cool, on va dire un métier, je sais pas, un métier de fonctionnaire où tu travailles 15 heures par semaine, eh bien effectivement, tu auras plein de temps libre. Mais ta rémunération, elle va être ajustée en fonction de ça. Donc moi, le conseil que je donne surtout aux personnes qui sont entre 20 et 32, 33 ans et qui n'ont pas encore d'enfants, et on en discutait d'ailleurs avec mon pote Anthony qui a aussi une chaîne sur la liberté financière. D'ailleurs, il y a un truc qui s'affiche là, donc vous pouvez aller voir ces vidéos, elles sont vraiment hyper qualitatives. Donc moi, le conseil que je donne aux personnes qui sont entre 20 et 33 ans, comme on a dit avant, eh bien, c'est de faire le plus d'heures possible. C'est que là où il y a du travail, il faut y aller, il faut faire les heures supplémentaires, même si des fois c'est pas forcément le plus fun, même si des fois, eh bien, tu peux aller dans les bars, tu peux aller dans les restaurants à la place. Fais des heures supplémentaires, vraiment il faut mouiller la chemise et on n'a rien sans rien. Et troisième conseil qu'on m'a donné, qu'un de mes proches m'a donné, je ne vais pas citer le nom parce que j'ai pas envie de lancer de petites guéguerres, moi je m'en fous, je suis là pour vous les amis investisseurs. Bien, le troisième conseil, on m'a dit, ouais Quentin, tu sais, tu gagnes pas mal d'argent, donc il faut tout dépenser, il faut tout dépenser. Et on me l'a vraiment dit, je rigole pas. Et le problème avec ce raisonnement, c'est que quand tu n'es pas encore libre financièrement, tant que tu n'as pas encore de revenus passifs qui sont à 2, 3, 4 000 euros,
eh bien, tu ne peux pas faire ça parce que c'est la ruine assurée. Et on a des personnes qui suivent ce raisonnement, qui gagnent 1400 euros par mois, qui s'achètent un iPhone 12. On a des personnes qui gagnent 5000 euros par mois et qui se prennent un leasing sur une Rolls-Royce ou qui se prennent une Rolex. Mais sauf que le problème, c'est que quand on n'est pas indépendant financièrement et qu'on fait ce genre de choses, eh bien, on est condamné à rester dans son train-train habituel. On est condamné à faire du paycheck sur paycheck et c'est vraiment pas une situation qui est agréable. Donc moi, les conseils que je donne, c'est d'abord d'avoir le capital nécessaire, c'est d'avoir les investissements qui tournent. Et une fois que tu commences à générer des revenus passifs via tes investissements, eh bien là, tu vas pouvoir consommer. Là, tu vas pouvoir, si tu veux, t'acheter une Rolex, tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Moi, je suis pas dans ce délire, je suis en mode minimaliste. Moi, je pars du principe que tes revenus passifs, ils doivent égaliser tes dépenses. Quatrième conseil à la con que moi, j'ai déjà reçu et que je pense que vous avez déjà entendu, c'est d'acheter, de louer sa voiture en leasing parce que forcément, tu vas conduire une voiture neuve tout le temps. Et ça, c'est comment dire, quelque chose qui est problématique, surtout quand on voit le prix d'un leasing. Un leasing, ça coûte 300 à 500 euros par mois, ça peut même coûter plus. Et si on raisonne en termes de coût d'opportunité, eh bien, au lieu de mettre ces 300, 500, 700 euros dans la voiture, d'ailleurs, j'ai fait un tuto sur comment acheter sa voiture en occasion. Le lien se trouve dans la description, il y a une fiche qui va s'afficher en haut. Eh bien, le fait de se dire ça, en fait, eh bien, ça va t'empêcher de faire plein de choses. C'est qu'au lieu de mettre ces 300, 500, 700 euros là-dedans, eh bien, tu peux très bien acheter un appartement, c'est le montant d'une mensualité. Tu peux très bien investir en bourse. Tu peux aussi lancer une activité en parallèle. Et ça, c'est le coût d'opportunité. On en revient toujours à ce coût d'opportunité. C'est que ces 300, 500, 700 euros là, eh bien, ils sont bloqués dans une voiture. Alors qu'une voiture, eh bien, ça a un seul objectif, c'est d'aller d'un point A à un point B. Donc moi, le conseil que je te donne, c'est de trouver une voiture qui a 5-6 ans, qui a moins de 100 000 km, qui est en occasion. Comme ça, tu vas pouvoir l'avoir à 40% de son prix au neuf et c'est de la garder jusqu'à ce qu'elle roule plus, jusqu'à ce que tu perdes les 4 pneus, je sais pas, jusqu'à ce que le volant il se détache. Mais vraiment, garde-moi cette voiture jusqu'à la fin de sa vie. Cinquième conseil, et là on touche un peu à tout ce qui est consommation, c'est les gens qui vous disent ouais, il faut toujours acheter en pack, c'est moins cher, ouais, achète les promos. Et moi, ça me fait toujours rire tout ça parce que j'avais une personne de mon entourage qui arrêtait pas de faire ça, qui achetait des gros packs comme ça de coca et juste sous prétexte que c'était moins cher. Et en fait, le problème là-dedans, c'est que les enseignes, elles sont pas bêtes. Quand elles vous proposent des rabais sur du gros, eh bien, c'est parce qu'elles ont des stocks à écouler. C'est parce qu'elles veulent que vous consommiez plus. Sauf qu'en fait, quand on achète ça, eh bien, un gros pack de coca comme ça ou je sais pas, un gros pack de jambon comme ça, eh bien, tu vas stocker. Tu vas stocker, tu vas même pas tout consommer parce que si ça se trouve, ça va périmer. Et en plus d'être inutile, ben, c'est super cher et ça peut littéralement démonter ton budget. Et on en parlait avant, mais les personnes qui achètent toujours au plus bas prix, du style toute la bouffe de Lidl, eh bien, ça se fait forcément au détriment de la qualité. C'est toujours pareil en fait, c'est que à force en fait de vouloir chercher les petits prix, eh bien, tu vas avoir une qualité qui est merdique. Si on prend l'exemple de H&M, eh bien effectivement, les fringues, elles sont pas chères, elles sont fabriquées je sais pas où, mais au moindre écartement d'épaule, au moindre étirement, eh bien ton t-shirt, il se craque. De la même manière, je me souviens, j'avais acheté plein de t-shirts, je sais plus où, à Primark, et ces t-shirts-là, quand je les avais mis dans la machine à laver, eh bien ils ont tous rétréci. Et je me suis retrouvé en fait avec des croc-tops et ça m'avait vraiment fait chier. Donc effectivement, j'avais payé 5 euros le t-shirt, mais je me suis retrouvé avec des fringues totalement merdiques au niveau de la qualité. Donc moi, le conseil que je te donne, c'est de ne pas lésigner sur le prix. C'est que effectivement, ça fait un peu mal de payer quelque chose plus cher, mais si c'est pour la qualité et si tu peux garder l'article ou l'habit beaucoup plus longtemps, eh bien fais-le. Moi maintenant, pour mes habits de tennis, j'achète uniquement des habits de la marque Lacoste parce que déjà c'est beau, je me sens bien en tant que pro de tennis, je sens que j'ai de la classe, enfin je crois l'avoir, peut-être pas, mais je sens que c'est de la qualité et certaines de mes tenues d'ailleurs je les ai depuis 5, 6, 7 ans pour certaines, donc ça me permet de les garder et de faire des grosses économies. Sixième conseil naze de chez naze, c'est d'épargner pour les vieux jours. Et ça c'est marrant parce que c'est quelque chose que j'ai lu dans un livre et le mec il disait que si tu raisonnes comme ça, épargner pour les mauvais jours, pour les vieux jours, eh bien forcément que tes jours ils seront merdiques. Et en fait, la plupart des personnes,
elles épargnent pour les vieux jours, elles épargnent pour les mauvais jours. Je dis pas qu'il faut pas épargner, je dis pas qu'il faut avoir un matelas de sécurité. Moi, j'ai personnellement un matelas de sécurité de 3 000 €. Du moins, je suis en train de me le constituer. Je dis pas qu'il faut pas épargner, attention. Moi, ce que je dis simplement, c'est que au lieu de penser comme ça, eh bien, il faut plutôt investir sur des actifs. Et on a des personnes qui ont 20, 30, 40, 50 000, voire même 100 000 € sur le livret A. J'ai parlé avec une personne, elle avait 150 000 € sur le livret A, dis-toi. Et je lui ai demandé, mais pourquoi tu immobilises tout cet argent sur le livret A? Il m'a dit, ouais, parce que j'ai peur et tout, parce que j'ai peur qu'il y ait une crise, j'ai peur de perdre mon emploi. Mais 150 000 €, c'est beaucoup trop. Et on en revient toujours encore à cette notion de coût d'opportunité, c'est que au lieu de laisser 150 000 € sur le livret A, eh bien plutôt les investir et ça va te permettre de générer assez de revenus passifs. Donc le conseil que je te donne, c'est de constituer effectivement une épargne de précaution, mais ne pas te dire allez, j'épargne tout, on ne sait jamais. Au moment, il faut prendre des risques, il faut savoir prendre des risques pour avoir de gros résultats. Et le 7e pire conseil qu'on m'a donné et qu'on continue toujours à me donner, c'est non, tu sais Quentin, tu comprends pas grand-chose aux investissements, tu devrais aller voir un conseiller, tu devrais confier ton argent à quelqu'un, au moins tu n'as pas à te préoccuper de la gestion, tu n'as pas à comprendre les marchés financiers, tu n'as pas à comprendre l'investissement, tout est fait pour toi. Et moi la réponse que j'ai vis-à-vis de ça, c'est que c'est comme tout en fait, c'est que à partir du moment où tu manques d'informations, tu manques de compétences dans un métier, il y a forcément une personne, un intermédiaire qui va en profiter. C'est comme si tu ne sais pas tondre ton gazon, eh bien, tu vas appeler plusieurs entreprises pour tondre ton gazon. Eh bien, il peut très bien s'avérer que les entreprises, elles te facturent 30, 40, 50% en plus du prix que la prestation vaut vraiment. Et c'est pareil avec les investissements, c'est que si tu vas voir un conseiller financier, et moi j'ai rien contre les conseillers financiers, ils font leur travail honorablement, eh bien si tu vas voir une personne comme ça, eh bien tu seras déjà en position de faiblesse parce que tu comprends rien, parce que tu comprends pas les marchés financiers, tu sais pas comment on gagne de l'argent à long terme. Du coup, il va te faire son petit argumentaire, son petit speech, il va te présenter 2-3 produits de la maison et tu vas signer, tu vas être content, tu vas déléguer, super, quelqu'un s'occupe de ça à ta place. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout ça qu'il faut faire parce que tu vas payer beaucoup plus de frais que tu ne devrais vraiment. Et on peut également prendre l'exemple de l'immobilier, c'est que si tu as investi dans l'immobilier, admettons, tu as 2-3 appartements que tu peux gérer toi-même, mais admettons que tu as un peu la flemme et tu te dises ouais, bon, j'ai pas trop envie de m'occuper des locataires, j'ai pas trop envie de m'occuper des syndics, j'ai pas envie de m'occuper des travaux, eh bien c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Et là, tu t'exposes au risque, tu t'exposes au fait que d'autres personnes peuvent profiter de ta situation pour te la mettre à l'envers tout simplement. Donc moi, mon conseil, il serait le suivant, c'est de toujours se former, de toujours savoir ce que tu fais. En bourse, savoir comment on gagne de l'argent à long terme. D'ailleurs, si la bourse t'intéresse et que tu as vraiment envie de tout dégommer financièrement, eh bien, tu peux télécharger ta formation offerte. Le lien se trouve dans la description. Et dans cette formation, on va apprendre à choisir son courtier, on va apprendre à optimiser sa fiscalité, on va voir ensemble 2 stratégies pour gagner en bourse à long terme. Donc le lien se trouve dans la description et c'est vraiment du lourd. Donc le conseil, hein, si je reprends un peu ce que j'ai dit, c'est toujours être informé. Pareil si tu es dans l'immobilier, toujours savoir ce que tu fais, toujours avoir une idée de combien va te coûter, je ne sais pas moi, de remettre le carrelage, combien ça coûte d'entretenir un bien pour ne pas être surpris à la fin. Donc voilà, avant de terminer cette vidéo, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà reçu des mauvais conseils financiers, que ce soit de vos proches, que ce soit de vos collègues, que ce soit de, je sais pas, de votre meilleur pote. Dites-les moi dans les commentaires et ça peut vraiment être sympa de voir un peu l'expérience de chacun. Et sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis investisseurs! Merci pour ton attention et tu peux également regarder d'autres vidéos sur cette chaîne et t'abonner également. À très bientôt.